Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup de participer au talk du luxe et du retail. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Jonathan Sibony, je suis le dirigeant et fondateur de Luxury Insight, qui est une société de data intelligence dans les industries de luxe, mode et beauté. Donc, on édite des logiciels qui aident les maisons et les groupes à mieux piloter dans cet environnement incertain. Très bien. Et récemment, ton actualité, tu as racheté Euritech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rachat? Alors, Euritech, effectivement, est une société qui est très connue dans nos univers, puisque historiquement, c'est une société de reconnaissance visuelle qui analyse entre 3 et 5 millions d'images par jour sur les réseaux sociaux et qui, de ces images, va aider à mieux calibrer déjà les tendances actuelles et prédire les tendances. Elle est très connue parce que c'est la première société historiquement qui a gagné le prix Vivatech LVMH. Et donc, c'est une société pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'admiration, et Tony, le fondateur, également. Et nous, on est des spécialistes du monitoring de l'offre. On regarde les marques, on regarde les prix, on a un logiciel de pricing qui est très développé. Et donc, le fait de pouvoir monitorer la demande faisait énormément de sens. Et donc, on est effectivement extrêmement ravis d'avoir pu procéder à ce rachat et à l'intégration maintenant du logiciel Euritech dans notre suite. Et donc, de créer beaucoup de synergies entre l'analyse de la demande et de l'offre. Donc, vous avez déjà travaillé sur des projets ensemble concrets. Exactement, les équipes ont rejoint nos équipes, on est dans les mêmes bureaux et on commence maintenant à travailler sur des clients qu'on a déjà en commun et voir comment le fait d'analyser la demande de manière prédictive et de se dire comment je vais calibrer au mieux mon merchandising pour minimiser les invendus, pour maximiser l'output, et encore plus fort quand je suis capable d'analyser ma concurrence et ce qu'elle met sur le marché. Et question, est-ce qu'on est plutôt sur de l'IA ou avec ce logiciel ou Les pas du tout? deux, si, tout à fait. En fait, nos deux boîtes se sont toujours construites sur du machine learning et sur l'intelligence artificielle depuis le premier jour. Donc pour nous, c'est depuis 2011, pour Euritech depuis 2017. Pour te dire, le fondateur a lui-même un PhD en machine learning. Donc, on est vraiment dans l'IA. Ça a été créé par 3 PhD en machine learning. On a des grosses équipes en machine learning et on est des boîtes d'IA depuis toujours. La différence avec l'IA telle qu'on en parle aujourd'hui, ça fait un peu l'actualité, micro aparté, l'IA n'a rien de nouveau. Le machine learning, c'est des années 80, l'intelligence artificielle aussi. Ce qui aujourd'hui est plus récent, c'est ce qu'on appelle le generative AI. C'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des éléments qui donnent l'impression d'avoir été faits par un humain. Que ce soit du texte, donc parler avec une machine qui te parle comme un être humain, ou une image qui aurait été faite par un être humain. Donc c'est ce côté un peu génératif qui est nouveau. C'est-à-dire que c'est comme une toute petite strate qu'on a mis sur un langage informatique qui fait qu'au lieu de parler avec un ordinateur en Python, je lui parle en français. Donc c'est comme une petite interface. C'est ça qui est nouveau et qui fait que ça paraît très vulgarisé, etc. Mais oui, on est 100% sur l'IA. À la différence des modèles d'IA dont on parle beaucoup aujourd'hui, OpenAI, etc., qui sont ce qu'on appelle les LLM, Large Language Modeling, ce qui fait que ça consomme la moitié de l'énergie du monde, parce que quand tu poses une question, en fait, lui va chercher dans tout le livre du monde entier une question d'un petit livre. Nous, on est ce qu'on appelle dans des SLM, des Small Language Modeling, parce que moi, je vais modéliser que l'industrie du luxe. Donc, quand tu vas travailler dans mes modèles, a priori, je sais que tu vas pas me demander depuis quelle année les ornithorynques ont commencé. Voilà. Donc, je vais calibrer des sets de données qui font que j'ai pas besoin d'utiliser des milliards de ressources. Et c'est pour moi le futur de l'IA, effectivement, d'apprendre à calibrer et d'avoir des IA qui sont appliquées. Très bien, c'est hyper intéressant. J'ai une première question en fait sur le client du luxe aujourd'hui, le client du luxe qui évolue avec tout ce qu'on entend. Comment tu décrirais ce client? Alors c'est un peu compliqué parce que on va pas parler du client international ou ni local, mais d'une manière générale, est-ce qu'on est sur vraiment quelqu'un qui est plus animé par la passion, qui est exigeant, oui certes, mais qui est plus réfléchi? Alors, tu sais que je vais prendre le plaisir de répondre sans répondre. D'abord, je ne sais pas s'il y a un client du luxe, très franchement. D'abord, il y a énormément de clients du luxe, mais au-delà de cette pirouette qui n'en est pas une, il y a une distinction générationnelle. C'est-à-dire que c'est le client loyal, historique, le VIP, etc., qu'on peut pas mettre dans la même boucle que le Gen Z. Et ensuite, il y a une diversité géographique. Le client chinois, c'est pas pareil qu'un client français, etc. Si on essaie quand même de prendre un peu de hauteur sur ces différents clients-là, ils ont des points communs. Les points communs pour moi ont trait aux drivers de pourquoi on achète du luxe. Ces drivers, pour moi, ils sont au nombre de 3. 3 grandes composantes qui caractérisent le luxe et donc la relation que peut avoir le luxe avec ses consommateurs. Le premier, ce sont des drivers, je vais dire, de l'ordre matériel ou rationnel. La qualité du produit, les matériaux, le prix, c'est rationnel. Le savoir-faire, c'est rationnel, c'est matériel. Le deuxième, c'est plutôt émotionnel. La marque, le désir, le rêve. Et le troisième, c'est pas rationnel, c'est pas émotionnel, c'est relationnel.
C'est le fait d'acheter pour du statut, du prestige, ce genre de choses. Et donc, en fait, ces trois composantes sont extraordinairement complémentaires, mais en fait, elles sont très différentes. D'un côté, tu as quelque chose qui est rationnel, qui est objectif et qui est matériel. De l'autre, tu as quelque chose qui est émotionnel, qui est subjectif et qui est immatériel. Et puis de l'autre, tu as quelque chose qui est relationnel et qui est de l'ordre du statut, du prestige, etc. Et donc, les clients, chaque client, il y aura toujours un peu de composantes des trois, mais ça va être surpondéré en fonction de sa culture, de son âge, de ses envies, etc., etc. Donc, par exemple, les Chinois du début de la consommation du luxe, ils ont souvent caractérisé comme des gens justement qui étaient beaucoup plus sur ce côté très relationnel, statut, prestige, etc. Ils sont beaucoup plus complexes, etc. Si on regarde le luxe en photo mai 2025, il y a quelque part un luxe qui est un peu challengé, parce que le monde est challengé. Et il est challengé parce qu'en fait, le luxe est porteur de valeur. Profondément, on achète des produits de luxe pas uniquement pour des besoins fonctionnels. On n'achète pas un sac de telle marque pour porter des affaires. Bon. Donc, ce besoin est un besoin d'identification, de projection, de rassurance, de plaisir, qui est plus que jamais nécessaire dans un monde qui est difficile et qui est incertain. Or, le contrat de confiance et l'équation de valeur du luxe a été pas mal chamboulé par le Covid, puisqu'au début, le luxe a été surdemandé dans le cadre de consommateurs internationaux qui avaient moins de capacité de dépenses discrétionnaires. C'est-à-dire qu'un client lambda, avant, il prenait l'avion, il allait à l'hôtel, il partait avec ses enfants en vacances, il allait au restaurant 3 fois par semaine, etc. Là, il était bloqué chez lui, il n'avait pas toutes ses dépenses. Et en plus d'argent à disposition, quand sa femme voulait lui faire un cadeau, c'était beaucoup plus facile d'acheter du luxe, il y avait beaucoup plus d'argent disponible. Et donc, il y a eu un petit moment comme ça, qui est une parenthèse, où le luxe a pu vendre très facilement. En shopping revenge. En shopping, ouais, alors revenge. Moi, le mot shopping revenge m'a toujours un peu dérangé parce que revenge de quoi? C'est-à-dire que revenge du fait de ne pas pouvoir sortir, peut-être. D'avoir été enfermé. Oui, mais en fait, ils étaient encore enfermés à ce moment-là. C'est pour ça que ils sont enfermés. Donc, shopping compensation, shopping ce que tu veux. Bon. Okay. Et peut-être qu'après, ils ont eu la revenge quand ils sont sortis, mais shopping revenge, honnêtement, moi, j'ai jamais trop cru parce que quand t'es hyper énervé ou triste, t'as super vengeance d'aller acheter un sac. Enfin, c'est en termes tu vois, j'ai trouvé ça. Ouais. J'ai vu des films italiens un peu mieux faits que ça, quoi. Donc le shopping revenge, je trouve ça un peu naze, mais peu importe. Toujours est-il qu'en fait, oui, en tout cas, il y a eu une shopping exacerbation, si tu veux, à un moment donné, parce que c'était un des seuls kiffs disponibles, si je résume. Or après, on a réouvert le monde. On a repris en avion, on est allé au restaurant, etc. Et forcément, les gens ont dit, je ne vais pas continuer à dépenser autant. Sauf qu'entre-temps, les marques ont augmenté les prix. Puisque comme les gens achetaient, que c'était facile, on augmentait, et puis c'est devenu trop cher. Et donc là, il y a un moment où ce contrat de confiance ou de valeur s'est un tout petit peu cassé. Il s'est pas complètement cassé, il s'est tendu. Donc les clients ont dit, mais moi, à ce prix-là, je suis pas sûr de vouloir acheter ce sac. Et donc, il va falloir un petit temps où les prix restent là où ils sont et où l'inflation augmente et où petit à petit, on recrée une relation où les prix redeviennent un petit peu acceptables ou créer de nouveaux produits qui vont recréer cette relation. Et là-dedans, il y a une tension palpable qui fait que le luxe est un peu challengé, qu'en réalité, l'an dernier n'était pas extraordinaire. Mais au-delà de ce sujet-là qui va se régler par le pricing, on travaille beaucoup sur le pricing. Je pense que c'est clairement, c'est un des sujets, mais c'est aussi la porte de sortie. Le deuxième point, c'est de dire, aujourd'hui, quand tu réfléchis au luxe et ce qu'il représente pour les consommateurs, il y a aussi le fait que le luxe, c'est quand même un moment pour partager un bon moment, c'est un moment de vie. Il y a un côté très symbolique dans le luxe. Dans, je sais pas, par exemple, la joaillerie, c'est un produit qui est un symbole. Tu n'achètes pas des boucles d'oreilles pour que ça tienne ton oreille ou une bague pour tenir ta main. Tout le luxe est une notion de plaisir. On n'a pas besoin de luxe dans la vie. Le luxe, c'est que de notion de plaisir, de partage, d'être ensemble. Donc ce plaisir-là, il faut que les gens aient du plaisir. Si tu as quelqu'un qui est très angoissé, qui est pas bien, il n'est pas dans le plaisir. C'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. On dit la Chine s'effondre. La Chine s'effondre pas. La Chine fait moins 20%, c'est vrai, sauf que les Chinois se remettent à voyager au Japon, achètent au Japon. Si on remet tout côte à côte, la Chine reprend des comportements similaires à ce qu'il y avait avant le Covid. Mais en tout cas, ce plaisir, il est moins palpable parce qu'il y a plus d'anxiété. Et donc, il faut recréer des manières que le monde soit un peu moins anxieux, je le souhaite, et que du coup, le luxe se réintègre un peu plus naturellement dans une vie qui est plus joyeuse, tu vois. Et puis, il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est pas vrai, quand on est stressé, du coup, on se compense sur le luxe. Ok, mais ça, c'est court-termiste. Ça tient pas. Il faut qu'à la fin, les gens aient envie de vivre du plaisir, envie de vivre des moments à plusieurs, de faire des cadeaux, de se faire des cadeaux, de bien s'habiller pour marcher dans la rue, de bien s'habiller pour voyager. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la projection. Si demain sera mieux qu'aujourd'hui, alors je vais acheter un produit de luxe parce que ma vie est de mieux en mieux. Si demain sera moins bien qu'aujourd'hui et que j'ai peur, pourquoi je vais aller acheter un produit extraordinaire? C'est basique, hein, mais je serai moins tenté. C'est un peu malheureusement ce qu'on vit en ce moment.
avec toutes ces annonces où on voit un petit peu les marchés boursiers qui s'effondrent. Alors, est-ce que tu penses finalement que ça va être quelque chose de provisoire? On est sur Make America Great Again. Là, il est vraiment en train Trump de faire ça. Donc, quels sont ces enjeux finalement à court ou moyen terme pour nous? J'ai pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal, mais je vais te donner 2 éléments de réflexion et t'en feras ce que tu voudras. Un, je suis quelqu'un qui refuse de me laisser dicter quelque entité que ce soit par la dictature du quotidien et du court terme. La dictature du court terme, c'est ce qu'on vit avec ça, avec les réseaux sociaux. C'est le fait que maintenant l'attention span, c'est 1 seconde 30 sur TikTok, d'un truc à droite, d'un truc à gauche. Quand moi j'étais enfant, le Monde, ça sortait l'après-midi, il fallait attendre 16 heures. Il y avait un journaliste qui lisait, qui réfléchissait, qui appelait, qui vérifiait, et il sortait le journal. Aujourd'hui, c'est toutes les 7 secondes et on lit ça en 3 secondes, donc il n'y a plus d'analyse et tout est à la volo. Bon, donc il y a beaucoup de trucs qui sont très émotionnels et ça, cette dictature-là, moi, je la refuse. Donc je peux avoir des avis, mais ça, c'est mon premier élément de réflexion parce que le problème, c'est que quand tu es très émotionnel, tu génères des réactions hyper émotionnelles et c'est ce que souhaitent certains dirigeants. Si c'est très émotionnel, bon, tant mieux, je déstabilise, on verra plus tard. Le deuxième, c'est prendre un peu de recul. Trump a pris un certain nombre de décisions qui, d'un point de vue rationnel, sont difficiles à comprendre. Parce que, effectivement, d'un point de vue analytique, on ne comprend pas. Alors, chacun y va de son mot. J'émets une hypothèse, on peut la prendre ou pas. Je ne pense pas que tout le monde soit complètement fou et destructeur. Je pense que certains ont des agendas qui peuvent paraître complexes pour d'autres. Mais émettons une hypothèse. Qu'un de ces agendas principaux, évidemment, c'est de réindustrialiser les États-Unis, de gagner des jobs et tout ça, c'est clair, on comprend, il n'y a pas de sujet. Mais entre autres, c'est de négocier le renouvellement de la dette américaine, qui fait plusieurs trilliards et qui va devoir négocier avant l'été. Aujourd'hui, les taux sont très élevés. S'ils renégocient, d'abord, à l'état actuel, s'ils se retrouvent en juillet à devoir renégocier la dette, les États-Unis font faillite. Immédiatement. Il est impossible de relancer, de refinancer sa dette. C'est impossible, il n'y a aucun monde où ça se fait. D'abord, la dernière fois qu'elle a été négociée était 2 fois plus faible et les taux étaient 2 fois plus faibles. Donc aujourd'hui, dans une situation où dans 3 mois, les États-Unis font faillite. C'est mathématique. Quelle est sa possibilité? Celle qui semble avoir été choisie, c'est de complètement secouer aussi fort que possible l'économie mondiale et l'économie nationale, que la bourse s'effondre, que tout le monde soit complètement perdu, que la Fed soit en panique, qu'elle baisse ses taux de manière considérable pour relancer l'économie tant bien que mal parce que tout va être déstabilisé et que ce chaos phénoménal et complètement irrationnel pendant quelques mois fasse qu'au final, quand il va se retrouver à devoir renégocier, il va avoir des taux qui auront beaucoup baissé, il va renégocier son taux et pourra dire aux États-Unis, regardez, je vous ai fait gagner 500 milliards de dollars. Et comme c'est un homme d'affaires, on va dire, c'est un bon homme d'affaires parce qu'il a fait gagner 500 milliards de dollars. Et peut-être qu'après il va se calmer, qu'il va remettre des taux en intermédiaire, qu'il va aller négocier les uns avec les autres, tout le monde va l'appeler, il va dire, toi 34, c'est 3,4, excuse-moi, et il va sortir gagnant en disant, pas de problème, j'ai fait un deal. Sauf que nous, on n'est pas habitué à avoir des négociations qui sont très extrêmes comme ça en mode business avec des pays, parce que tu peux pas jouer avec la vie des gens. Donc ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, à mon avis, on vit une période d'incertitude qui effectivement risque d'être assez temporaire, puisqu'on, pour moi, c'est une des hypothèses, je peux me tromper, qui est cet agenda-là. Et si c'est le cas, ça va durer 2-3 mois, ça va beaucoup chambouler, il va y avoir beaucoup de négociations, beaucoup d'ajustements, et à long terme, ça n'est pas tenable, y compris pour les États-Unis. Ça n'est pas tenable. Donc il a aucun intérêt à mettre son pays en faillite. Donc je pense qu'on y verra plus clair vers l'été. Merci beaucoup pour ces prédictions. Dans un article, tu évoquais par rapport aux Chinois et à la Chine en particulier la croissance de toutes les expositions, cet aspect culturel, moins focus produit, mais plus focus expérience. Comment est-ce que tu expliques cela finalement? En fait, quand on se demande pourquoi les gens achètent le luxe, pour moi, ce côté, on va dire, émotionnel, relationnel est quand même très important et le côté culturel l'est de plus en plus, surtout en Chine. Parce que le luxe véhicule aussi une composante culturelle. Quand on vend une marque française, on capitalise un peu sur la culture de notre pays, sur son héritage, son savoir-faire, qui ne pourrait être mieux porté que par Bénédicte Épinay, qui l'exprime divinement bien au sein du comité Colbert. Et donc tout ça, c'est de la culture. Aujourd'hui, quand tu as des tensions, les gens se raccrochent à leur culture. Donc effectivement, pendant le Covid, les Chinois, à certains moments, ont eu un peu un regain de ce qu'on appelle le Guochao, qui est cette espèce de culture nationale, de remise en valeur, etc. Donc il y a un rapport avec la culture. Et pour communiquer avec des clients qui ont eux-mêmes une culture très très forte, parce que les clients chinois, c'est une culture millénaire, extrêmement ancrée, etc. Donc tu dois trouver une résonance, un écho dans les cultures.
Soit tu ne le fais pas, et tu dis voilà, moi je te vends ma culture, take it or leave it, et là en général ils leave it. Soit je te vends ta culture et là t'es pas bon parce qu'en fait c'est pas l'idée quoi. Et puis ouais, tu vas pas tout d'un coup te mettre toutes tes portes en rouge et mettre des dragons partout, ça n'a absolument aucun sens. Soit tu fais des expositions culturelles qui visent à montrer que ta culture elle est quand même intéressante et qu'il y a des ponts entre vos cultures. Et ça c'est intéressant parce que là tu fais l'effort de la marque qui dit j'ai compris, pour reprendre tes termes, que tu ne vends pas, je ne te vends pas des produits dont tu as besoin, parce qu'on a besoin d'eau, on a besoin de manger, on n'a pas besoin d'un sac à 5 000 euros, d'une montre à 100 000 euros. Ou une voiture à 500 000, ça on n'a pas besoin. Par contre, on peut le désirer. Le besoin est universel. Toutes les cultures ont les mêmes besoins. Les désirs sont socioculturels. Donc, pour essayer d'analyser le désir de ces consommateurs-là, je dois comprendre leur culture. C'est ce qu'a très bien fait le luxe depuis toujours. Richard Colas, au Japon, il y a 30 ans, 35 ans, a des premiers du reste, avec toute cette génération, compris qu'il fallait s'ancrer dans la culture japonaise, créer des ponts, etc. Les suivants l'ont fait. Il y a des expositions de quartier à la Cité Interdite, etc. Ça a toujours été fait, ces ponts culturels. Et puis ça a été un peu oublié. Ça a été très bien fait jusqu'aux années 2010, 2012, 15. Et quand la Chine s'est modernisée, on a dit c'est bon, la Chine c'est une modernité occidentale, on y va, on va tous dans des malls, c'est génial, on va sur TikTok. Et en fait, non, c'est pas ça la Chine. La Chine, c'est une culture profonde, avec des jeunes consommateurs qui sont très sensibles. Et donc, le fait d'aller faire ces expositions, d'engager, de faire des choses comme l'OEV, qui a fait une exposition géniale à Shanghai, que j'ai vue il y a quelques mois, c'était vraiment, vraiment sympa. Très moderne, très en lien avec l'identité de la marque, mais aussi sur le jade. Alors, le jade, c'est pas forcément logique pour l'OEV, qui est une marque de maroquinerie. Mais ça crée du lien pour eux. Ça crée du lien parce qu'ils sont allés filmer des gens au fin fond de la campagne chinoise qui travaillaient sur le jade, etc., de manière complètement cinématographique. Et en disant, bah nous on travaille le cuir, vous travaillez le jade, on trouve ça génial. Et ça c'est intéressant. Et le fait que ça plaise, et les marques qui réussissent en Chine sont des marques qui ont une composante culturelle. C'est Loewe, c'est Prada, c'est Miu Miu, c'est des marques qui à un moment donné viennent essayer d'exprimer une culture. Je pense que c'est pas un hasard. Dans toutes les marques que tu m'as citées, on est plutôt sur du, hormis Céline, Ouais. un peu sur du quiet luxury, avec un peu un développement de l'OEV qui passe du quiet pour moi à l'ostentatoire. Et finalement, de par ces marques, on se rend compte d'un phénomène qui a été propulsé par TikTok avec les dupes. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que tu peux nous parler des dupes? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une polarisation. De toute façon, TikTok et toutes ces applications merveilleuses auxquelles je n'ai pas accès polarisent les gens. D'accord Ça, c'est un point assez basique. C'est-à-dire qu'effectivement, reprendre l'exemple de quand j'étais jeune avec mes parents, on regardait le débat de l'entre-deux tours et tout le monde voyait la même réalité. On pouvait avoir des perceptions différentes, mais la réalité était la même pour tout le monde. Et après, on débattait. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Aujourd'hui, quand tu regardes la télé, c'est ta télé à toi, de ton TikTok, qui, si tu penches d'un côté, on t'envoie de plus en plus de ton côté, et si l'autre, c'est de l'autre. Et donc, les gens parlent, mais ne voient plus le même monde. Et donc, ils ne parlent plus, en fait. Ils se battent parce qu'ils disent, bah non, mais t'as pas vu, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Donc, il y a une polarisation très, très forte de la pensée des gens et des idées. Et cette polarisation, elle se ressent dans tout. Dans le luxe, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui d'un coup disent, moi, le luxe trop ostentatoire ne me plaît pas, donc je vais vers quiet luxury, qui est un luxe intemporel, qui est un luxe basique, intemporel. Et de l'autre, des gens qui disent, moi, je veux un luxe hyper temporel. Je veux le truc qui est à la mode, de la mode, de la mode, de la mode, de la mode, maintenant. Qui est un Loewe ou qui est un Miu Miu. Effectivement, tu as parlé du paradoxe de Loewe, mais en tout cas, ce sont des marques qui sont dans le temps présent, des marques à la mode. Et si tu es une marque plutôt fashion, mais pas à la mode, genre Burberry, tu souffres. Puisque on attend de toi que tu sois hyper à la mode, mais tu l'es pas. Donc là, vraiment, tu te fais bouncer. Donc, soit tu es intemporel, tu es Hermès, tu es Brunello Cucinelli, pas de problème. Soit tu es dans le temps, mais tu es vraiment en avance dans ton temps. Et ça, c'est compliqué. Mais donc, les deux sont possibles. C'est juste que c'est pas les mêmes consommateurs à l'instant T. Pour ces marques intemporelles, qui sont le quiet luxury, etc. Effectivement, elles font des produits qui sont intemporels, qui sont très beaux, de qualité indéniable, mais avec le prix qui va avec. Et dans cette logique, pour le coup, je vais reprendre le thème de vengeance, mais là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment une. Tu as des clients qui, à un moment donné, estimant que ce contrat de confiance était malmené, se sont mis en mode revenge. Ok, tu veux me vendre un pull, 5 000 euros, c'est quand même un peu cher, je suis pas très content, tu te moques de moi, donc je vais acheter le même pull à 500 euros. Il a l'air pareil, il a l'air de bonne qualité, c'est quasiment le même, c'est un peu une copie, il vaut 500 euros. C'est les dupes. Tu as ça dans la mode, tu as ça dans le parfum. Voilà, le parfum a des prix aussi qui ont explosé. Il y a une inflation dans les prix du parfum qui est phénoménale. Et où au final, en particulier en Chine, parce qu'en Chine, les gens n'achètent pas des parfums classiques, ils achètent beaucoup de parfums de niche. Il n'y a pas de parfum en fait en réalité en Chine. Quand tu prends les trois axes qui sont
parfum, make-up et skincare. Nous, en France, on achète beaucoup de parfums, pas mal de make-up, un peu de skincare. En Asie, c'est exactement l'inverse. Énormément de skincare, un peu de make-up, quasiment pas de parfum. Il n'y a pas de parfum. Le parfum est arrivé assez récemment dans une logique identitaire de dire je vais t'expliquer mon identité. Et donc, ils sont plutôt allés vers des parfums de niche, Maison Francis Kurkdjian, ce genre de choses, vraiment niche, ou un peu moins niche, mais en tout cas, tu vois, Atelier Cohen, etc. Et donc, ces parfums-là valent assez cher pour beaucoup d'entre eux. Et les dupes, c'est de dire, j'en fais un qui sent presque pareil, mais ils vaut un dixième du prix. Alors, et ça marche à court terme, parce qu'effectivement, tu dis, ça sent presque pareil, on voit pas la différence, c'est quand même beaucoup moins cher, etc. Mais pour moi, la raison qui explique que ça marche, c'est ce côté de vengeance. Il y a une idée que le luxe a un peu trop tiré sur la corde, que c'est pas sérieux, que c'est pas sympa, et donc les gens sont en train de se venger d'estimer avoir été pris pour des animaux. Sympathique du reste. Mais c'est une vengeance. À moyen terme, ma prédiction, en tout cas mon hypothèse, et je vais faire un parallèle du reste, il y a 20 ans, 2004, 2005, il y avait à Shanghai, à Pékin, les marchés du faux, le Silk Market. Et les gens allaient au marché du faux pour voir, c'était intriguant, quoi. Et tu voyais des sacs Vuitton à un prix complètement dérisoire. La qualité était nullissime, ils existaient. Et il y avait des vrais faux. C'était quoi les vrais faux? C'était des sacs qui vraiment étaient quasiment impossibles à distinguer d'un vrai, très bien fait, mais qui valaient cher. Admettons que le vrai sac valait 2000 €, le nul valait 20 €, celui-là, il valait quand même 800 € ou 500 €. C'est un faux. Et donc, les gens achetaient des vrais faux en disant, regarde, ils sont contents. En réalité, avec le temps, ça a un peu disparu, ce truc-là. Parce que les dupes aujourd'hui, c'est pas du tout pas cher. Le dupes d'un pull Puccini, ça vaut 500 €. Donc oui, tu vas l'acheter une fois en mode, tu crois que c'est Puccini, mais t'as vu et tout, j'ai fait mon truc. Mais à long terme, est-ce que tu vas aller 10 fois acheter des produits qui valent 500 ou 1000 € ou 500 ou 1000 € que tu mets dans ton placard? Honnêtement, tu n'as aucun attachement parce que tu sais que ce produit n'a aucune marque. La qualité, à terme, on verra. Tu vas pas le donner à tes enfants. Tu vas être fier de donner un dupes. Tu vas pas le revendre. Il a aucune valeur, ce truc. Il n'a aucune valeur. Donc, en fait, oui, tu achètes un pull Uniqlo ou Zara 50 €. Je comprends. Oui, tu achètes un pull de luxe qui est très cher. Mais l'entre-deux, de payer 10 fois plus cher qu'Uniqlo pour un truc qui est quand même, moi, j'y crois pas. Je crois qu'il y a un côté vengeance à court terme. Je crois que ça challenge certaines industries dans la relation entre la marque et le consommateur. C'est vrai. Mais je pense que dans le fond, ces dupes-là, et en plus, parce que le dupe surfe sur la propriété intellectuelle. C'est toute la base. Ils copient vraiment des produits. Et pour une raison qui m'échappe, pour l'instant, ils s'en échappent. Ils arrivent à duper le système. Ça ne durera pas. À un moment donné, si tu veux, quand tu as des faux, c'est des faux. Mais ce que je trouve intéressant avec ces dupes, c'est que, comme tu disais, on est vraiment sur le hit product du moment. Je le veux à l'instant T, mais ils sont fiers de le dire. Il y a aussi, avant, la contrefaçon, on n'osait pas le dire quand il y avait un faux. Tandis que là, les gens sont fiers d'afficher, en fait, leur vrai faux, leur dupe. Bien sûr. Les marques elles-mêmes, hein. Enfin, je veux dire, les dupes eux-mêmes, ils disent dupe it, tu vois. Ils jouent avec ça. Mais ils jouent avec ça parce qu'il y a un côté un peu rebelle, un peu, tu vois. Mais est-ce que ça va durer longtemps? D'abord, d'un point de vue juridique, c'est discutable. Même d'un point de vue honnêtement patrimonial ou produit, si tu me demandes mon avis, j'y crois pas. C'est-à-dire que franchement, il y a une composante créative dans les marques qui nous entourent. Si on peut prendre n'importe quoi fait par n'importe qui et le vendre 10 fois moins cher en disant trop marrant, t'as gagné de l'argent, c'est un peu rigolo. D'abord, c'est pas très respectueux. Et deux, les marques qui portent ça, honnêtement, quand tu vois leur site internet, tu te dis pas qu'elles seront là dans 2 ans. Non, et il y a aussi ce côté que tu disais de revente ou d'économie circulaire où les maisons de luxe sont de plus en plus dedans, comme Chanel, Rolex, par exemple. Mais là, tu vois, t'as pas ce... Aujourd'hui, on a une catégorie de la clientèle du luxe qui achète pour revendre. On est vraiment dans... c'est pas de la location, c'est qu'elles savent que d'emblée, elles vont acheter quelque chose, ce sac, pour le revendre, pour s'en racheter un autre. Mais même pour l'offrir. Tu t'achètes un très beau produit Hermès, tu vas jamais le jeter. Il va rester chez toi, tu l'offres à tes enfants. Peut-être que tu vas le revendre. Mais t'achètes un produit moitié prix de je sais pas quelle marque, t'en feras rien. Tu vas pas donner à tes enfants, t'en auras un peu honte. Donc en fait, au final, franchement, fais ton calcul. Si j'étais financier, je dirais, vas-y, fais ton DCF sur 10 ans. Tu vas voir qu'il est pas très très rentable ton deal. Mais à court terme, tu t'es amusé, comme quelqu'un qui a acheté un faux et qui s'est amusé pendant quelques mois à avoir un faux au milieu de ses vrais et qui a dit, tu sais que c'est un faux, tu sais que c'est un faux. Ok. Elle a fait rigoler ses copines. C'est pas très bien, c'est un peu dangereux, ça se fait pas trop. Et la fois d'après, elle achète un vrai. Parce qu'au final, elle a pas envie d'envoyer une fausse image d'elle aux gens. Et heureusement que les gens pensent comme ça. Donc moi, je suis pas hyper inquiet. Par contre, je suis plus inquiet sur la Gen Z et les consommateurs très jeunes qui, pour eux, contournent ces codes autour de l'idée même de dire
je veux m'amuser, il y a des codes, et comment on utilise tout ça. Et je ramènerai, et j'arrête après sur ce point, mais tout ça autour du sujet de la propriété intellectuelle. Pourquoi? La propriété intellectuelle, c'est le fondement même de la société occidentale. Aujourd'hui, quand tu as une maison, tu en as la propriété, tu es chez toi, les gens ne peuvent pas rentrer chez toi. Mais c'est quelque chose que la société a inventé. On a décidé qu'on divisait le monde, etc. Et puis qu'il y avait un pays, puis qu'il y avait quelqu'un. Bon, c'est des inventions sociales. J'estime bien que ce bâtiment-là, il n'a pas été inventé. Voilà. Donc ça, ce sont des codes. Les marques, c'est pareil. On estime que quand tu as un nom, tu peux le déposer et il t'appartient. C'est un code culturel. En Chine, c'est pas du tout fait comme ça, du reste. Quand moi j'ai commencé à bosser en Chine, 90% des sociétés n'avaient même pas déposé le nom de leur propre société. Pour eux, c'était pas vraiment le sujet. Donc ça, c'est quelque chose de culturel. Les peintures de la Chine antique, les peintures magnifiques, elles sont pas signées. Parce que celui qui l'avait fait, il estimait que c'était pas lui. Bon, il l'avait fait. Par contre, tu avais le tampon de ceux à qui ça. Donc, il y a la question de la propriété intellectuelle. Elle est complexe, mais surtout, aujourd'hui, elle est challengée par ChatGPT et OpenAI et tout ça. Parce que quand tu prends une image, tu prends une photo de toi, tu la mets dans OpenAI, elle sort, elle t'a fait un petit sourire, elle n'a plus de propriété intellectuelle. Ça appartient à tout le monde. Ou à personne. Je peux la prendre, je peux en faire une pub, je peux la mettre partout, mais en tout cas, elle n'appartient plus à personne. Et donc, le fait qu'on utilise des moteurs d'intelligence artificielle pour mélanger des milliards d'infos qui tuent la propriété intellectuelle est un énorme sujet pour le futur. Et cette question du dupe s'en fait partie. Pour moi, elle s'y raccroche. C'est-à-dire que les jeunes, pour eux, la propriété intellectuelle, c'est une question mark, puisqu'ils s'amusent toute la journée à gérer des choses où la chaîne de la propriété est cassée. Et ça, c'est un peu inquiétant pour le monde. Ça amène des questions pour le luxe, mais qui, à mon avis, est quand même dans le haut du panier et ce sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Dernière question, parce que ça va très vite. Si tu devais résumer un petit peu ce luxe d'aujourd'hui, ce luxe actuel, et que tu devais en parler, que tu devrais le faire une petite prédiction à 2030, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Le résumé, je pense que en fait le luxe, enfin le luxe, moi les marques de luxe, je sais pas ce que c'est que le luxe, mais les marques de luxe, à mon avis aujourd'hui, ont besoin de se poser la question des valeurs au pluriel et de la valeur. Les valeurs, elles se posent assez bien cette question en général. Elles ont un ADN qui est assez bien défini, mais parfois il va falloir un tout petit peu le réinterpréter à la lumière du monde qui nous entoure. Mais ça, je leur fais confiance, elles l'ont toujours fait mieux que quiconque. La question de la valeur, elle est importante. Aujourd'hui, si on repasse pas par une case qui est de redéfinir le prix. J'insiste sur ça parce que le prix, ça a toujours été vulgaire dans le luxe. Parlez jamais de prix. Non, mais le prix c'est rien, parce que tu imagines la valeur émotionnelle, la valeur, je l'offre à mes enfants. Oui, mais enfin quand même, avant de l'offrir à tes enfants, tu l'as acheté. Et donc si à un moment donné, tu ne peux plus l'acheter, parce qu'un produit qui passe de 5 à 10 000 euros, tu t'enlèves les classes moyennes. 5 000 euros, c'est déjà très cher. Mais tu peux avoir toute la famille, les cousins qui se cotisent pour les 18 ans, et puis c'est quelque chose de génial que tu vas avoir, et quand tu auras 80 ans, tu t'en rappelleras. 10 000 euros, tu l'oublies. Donc la question de la valeur est de piloter la valeur dans le temps, le prix, les différences de prix entre les marchés, reconstruire ma gamme avec des produits d'entrée de gamme, des produits de milieu de gamme, où quand ça marche bien, j'augmente un peu le prix, puis quand ça marche pas, je baisse, etc. C'est-à-dire qu'une approche beaucoup plus business et data-driven, pour moi, c'est ce qui distingue aujourd'hui les marques qui sont en souffrance, parce qu'elles essaient de réutiliser les mêmes dynamiques que toujours, et celles qui performent mieux, qui sont beaucoup plus agiles sur un monde qui change plus vite. Ça, je pense que c'est vraiment un vecteur de différenciation assez fort. Et de la même manière pour la construction de tes produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir quels produits vont plaire. Si tu ne rentres pas dans une dynamique analytique, je ne parle pas de demander aux gens est-ce qu'ils aiment le bleu, est-ce qu'ils aiment le vert, est-ce qu'ils aiment le jaune. C'est pas ça le luxe. Par contre, si tu es dans une dynamique analytique de dire je veux voir ce qui plaît ou ce qui plaît pas, ce que font mes concurrents, je vais créer des systèmes qui me permettent de voir un petit peu, ça va me permettre en réalité de mieux comprendre le monde qui m'entoure, comme la Garfeld qui allait à l'opéra ou qui lisait un livre. Pareil. Et ça va me permettre en réalité de prendre plus de risques. Pas moins. Les gens croient que la data te fait prendre moins de risques. C'est pas vrai. Je vais prendre plus de risques parce que je peux le mesurer. Si tu me mets un frein, je peux rouler beaucoup plus vite. Parce que je peux freiner. En fait, le frein sert pas à freiner, il sert à aller plus vite. Aujourd'hui, la data sert à prendre plus de risques mesurés et à aller chercher la croissance et la performance là où on peut la trouver. Si tu n'as pas ça, tu navigues à vue. Et donc forcément, tu es un peu perdu. Donc moi, je dirais qu'il y a une question effectivement de valeur au pluriel, de valeur et de GPS. Dans un monde qui est un peu perdu, il faut se recréer un GPS et c'est ce que nous, on s'amuse à faire un peu tous les jours. Merci Jonathan. C'est quoi ton mantra? Bon, il y en a plein, mais il y en a un qui me plaît beaucoup, qui a un proverbe chinois qui dit que le plus long des voyages commence par un simple pas. Et je pense que c'est très vrai parce qu'en fait, moi, je regarde jamais derrière moi. Je me dis pas, tiens, on a fait ça, c'est génial, ou ça, c'est vraiment pas cool ce que tu as fait. Ce qui est fait, c'est fait. Basta. Tu vas avoir une bonne mémoire, ça c'est bien, mais c'est fait.
Par contre, on n'est qu'au début de l'aventure, il faut toujours aller plus loin, il faut avancer. Oui, ça va être long, oui, on sait pas, mais c'est pas grave. Si tu fais pas ce pas, tu n'iras nulle part. Donc fais ton pas, on verra jusqu'où ira le voyage. Mais ouais, tous les matins, je me dis, tiens, nouveau voyage, on est parti et je fais un pas. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi.